je vais vous donner un peu la genèse de cette invitation. Je ne connaissais pas Philippe Karsanti il y a un an. Nous avons été invités au Limoud, comme beaucoup d'autres, pour faire une intervention. Et il se trouve que l'actualité a mené le maître Avérine l'année dernière, bien sûr, à parler du mariage, de l'adoption, de la parentalité dans un cadre d'homoparentalité. Et c'est donc au Limoud que nous étions, je crois que d'ailleurs Philippe qui était là, Carole, un ou deux autres. Tout le monde sait ce que c'est que le Limoud? Le Limoud, vous savez ce que c'est que le Limoud? Bon, bah, c'est le forum de la vie juive, qui est organisé à l'origine par les massortis, en fait, les conservatives d'Angleterre, et maintenant il existe un Limoud dans tous les pays. Et donc je crois que c'est au mois de mars, février, chaque année à peu près. Et en dehors de notre intervention, de notre atelier que nous avons animé, on a eu le temps de participer à d'autres ateliers. Et parmi ceux-là, celui que Philippe Karsanti animait, exactement sur le sujet que vous allez voir ce soir. Je peux vous dire que la salle était tellement bondée que la moitié était assise par terre. Donc là, vous êtes relativement mieux installés que ce que nous étions à l'époque. Et tout simplement, en voyant ce que Philippe a présenté, on s'est vu en quelques secondes, Carole, Philippe et moi, et on s'est dit il faut absolument proposer à ce monsieur de venir intervenir dans notre maison. Et il a tout de suite accepté, en fait. Je pense que Carole a entretenu des discussions sur plein de sujets, mais je crois que ça n'a pas posé de problème pour qu'il intervienne. Alors, ça c'est la partie, on va dire, simple. On a découvert un travail prodigieux, et vous en jugerez par vous-même. Il nous paraissait évident de le présenter à la Maison du Bled. Derrière, on ne savait pas les problèmes que ça allait poser. Donc, comme je disais, je ne connaissais pas Philippe Karsanti, ça fait partie de mon inculture. C'est incroyable que je ne le connaissais pas, parce qu'en réalité, je crois que dans la communauté juive, et même au-delà, d'une manière générale, dans la communauté médiatique, le titre est là, Gagner la bataille des médias, tout le monde le connaissait déjà à l'époque. Et maintenant, j'ai appris à connaître, puisque nous avons reçu, il faut dire, hein, Philippe, très honnêtement, quelques lettres de personnes, ou quelques mails de personnes qui n'étaient pas vraiment d'accord sur cette invitation. Donc, ah oui, c'est une personnalité qui a fait parler de lui. Donc quand on fait parler de soi, c'est rarement 100% unanime dans un sens. Et on peut dire que Philippe, tu es une personnalité, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire défavorablement connu des services de police de la pensée. Voilà, bon, bah, écoute, ce terme est intéressant. Et alors, en partageant ça tout à l'heure avec Philippe, il me dit, bah, écoute, confidence pour confidence, moi aussi j'ai reçu sur mon Facebook pas mal de juifs qui disaient, mais comment vous allez fricoter avec les homos, c'est contre la Torah. Donc finalement, c'est très bien, on est très content de vous accueillir ce soir, y compris ceux que l'on ne connaissait pas avant. Et maintenant, je vais parler un peu plus de Philippe. Il a entamé un combat contre, on va dire, une injustice, ce qu'il considère en tout cas être une injustice, il vous en parlera. C'est un combat qu'il occupe pratiquement depuis 10 ans, hein, on peut dire, puisque le reportage qui a donné lieu à l'enquête que Philippe va vous présenter date de 2000, et la procédure judiciaire qui a suivi, et la polémique médiatique qui a suivi date de 2004. Donc on est vraiment sur pratiquement 10 ans de... Et je vous donne juste, après on a des opinions les uns les autres, mais parmi les 4 Français qui faisaient partie de ces 100, il y avait Philippe Karsanti et notamment Bernard-Henri Lévy. Donc voilà, je pense que ça suffit pour te présenter. C'est gentil. Merci. Bon, alors, d'abord, merci beaucoup. Merci Philippe, merci Carole, et merci Franck. Merci à tous d'être là et merci de m'avoir invité. C'est pour moi vraiment un plaisir. Et vraiment, enfin, tu sais, quand on en a parlé, quand tu m'as envoyé un petit message pour me dire qu'il y avait quelques réticences, je sais à quoi tu fais référence et je sais que j'ai souvent été attaqué. Et on a souvent dit que j'étais quelqu'un d'extrême droite, que j'étais un gros facho du Mossad, ou ce que tu veux, etc. Alors bon, je suis élu, c'est vrai, mais je suis élu de centre droit en France, à Neuilly, donc je n'ai strictement rien à voir avec l'extrême droite. Le seul ambassadeur d'Israël en France qui m'est soutenu, le seul, s'appelle Eli Barnavi. Alors, Eli Barnavi, vous voulez le mettre où vous voulez, mais à l'extrême droite, vous allez avoir du mal. Voilà, donc pour vous dire un petit peu, donc, je subis des attaques ad hominem en permanence. Donc ce sont des attaques sur ma personne. Le message dérangé, donc on attaquait le messager. Et je crois que c'est important de bien comprendre que ce soir on va parler de faits, d'images, et vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions.
La prochaine réunion est demain matin à 11h30 du matin. Donc on a en gros 14 heures pour discuter. Je suis disponible. Ce que je vous suggère en revanche, c'est de conserver toutes vos questions pour la fin et les noter éventuellement, ce serait ce qu'il y a de mieux, pour ne pas les oublier, pour que je puisse avoir une présentation assez complète. Compte tenu du fait que c'est quelque chose d'assez précis, on va parler de plein de choses, vous allez voir, d'aspect médiatique, d'aspect juridique, d'aspect politique, et donc je vous propose de commencer dès à présent. Alors, le thème donc c'est gagner la bataille des médias. Alors, nous sommes confrontés, je voudrais vous dire, à plusieurs types de guerres. Quand je dis nous, quand je suis dans un environnement juif, on peut considérer qu'il y a deux mondes qui concernent le monde juif à l'extérieur d'Israël. C'est Israël, on regarde Israël d'un côté, et on regarde là où on est, le monde occidental. Alors, pour parler d'Israël, ils sont confrontés, ils ont d'abord été confrontés aux guerres conventionnelles. Les Arabes ont tenté, à de nombreuses reprises, de détruire l'État d'Israël à travers des guerres conventionnelles, et chaque fois, ça a été un échec. Donc ensuite, ils se sont tournés vers le terrorisme, et avec quelques accidents parfois, on peut quand même dire que malgré toutes les tentatives de détruire l'État d'Israël par le terrorisme, Israël a encore vaincu contre le terrorisme. Et enfin, il y a la bataille des médias. Et alors là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Israël, non seulement n'a pas gagné la bataille des médias, mais n'a jamais été engagé dans la bataille des médias. C'est-à-dire que c'est une bataille, c'est un champ de bataille qui a été totalement laissé vide. Et si vous regardez dans le monde entier, il y a des organisations, des gens, des individus qui essayent de monter des contre-opérations, c'est quasiment de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que c'est moi ici, des groupes au Canada, aux États-Unis, un petit peu partout, d'autres en France, des gens comme Shmuel Trigano en France, des intellectuels comme Alain Finkielkraut, qui essayent, je dirais, de faire un travail, mais c'est quasiment un travail de kamikaze, puisqu'on se fait griller partout en se battant, mais il n'y a pas une vraie structure, une vraie organisation, alors qu'en face, on a vraiment une armée bien décidée à détruire l'image des Juifs et d'Israël. Donc ça, c'est ce qui se passe en Israël. Pour ce qui concerne le monde occidental, heureusement, on n'a plus de guerres conventionnelles, ou alors quand ce sont des guerres conventionnelles, c'est nous qui allons sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire quand la France va en Afghanistan, va au Mali, et on n'a pas sur le territoire français de vraies guerres. On a en revanche le terrorisme, et là encore, on peut s'apercevoir qu'à la service de renseignement, on arrive à faire des grandes avancées. Et au niveau de la bataille des médias, c'est aussi un désastre, c'est-à-dire que on vit à chaque fois cette criminalisation d'Occident partout. Donc je dirais que sur cette bataille des médias, nous ne sommes pas encore bien engagés. Alors, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un expert en contre-terrorisme, donc j'ai décidé de m'engager dans la bataille des médias. Et donc, mon background, c'est qu'avant j'étais dans les affaires, j'étais dans la finance, et j'ai été chef d'entreprise, donc je n'ai strictement rien à voir avec les médias, si ce n'est que je suis un consommateur de médias. J'ai grandi toute ma vie avec des piles de journaux, avec Le Monde que je lisais en retard, etc. Enfin, ça fait rire à quelques personnes parce qu'ils ont dû vivre ça aussi, avec les journaux, les télévisions, et puis voilà. Et puis, je dirais qu'à partir des années vraiment, Internet m'a ouvert les yeux, où j'ai pu comprendre qu'en fin de compte, la production d'informations n'était pas faite par des demi-dieux qui nous prêchaient la bonne parole, et qu'on pouvait aussi parfois contester ce que disaient les médias. N'oubliez pas une chose, ce dont on va parler ce soir, on parle d'images qui datent de 2000, et en 2000, il n'y avait pas YouTube, Internet ça allait à 54K, c'est-à-dire que c'était des petites connexions, on ne voyait jamais les images. Quand vous aviez vu une image à la télévision, vous ne la revoyiez plus le lendemain. Alors voilà l'image dont on va parler, c'est donc l'image du petit Mohamed Abdoura, dans les bras de son père. C'est l'image emblématique du reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000, présentant l'enfant mort dans les bras de son père. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le 30 septembre 2000, c'est le début de la seconde intifada. C'est vraiment 2 jours auparavant, Ariel Sharon va sur l'esplanade des mosquées, ou le mont du Temple, comme vous voulez l'appeler, et tout le monde nous dit que ça fait un gros bazar, mais regardez les journaux du lendemain, il ne se passe rien, il y a des jets de pierre et des cailloux, il n'y a rien. Le lendemain du 30 septembre, c'est-à-dire le 1er octobre, là, il y a des morts, et là, vous voyez que partout, dans le monde entier, les juifs commencent à se faire maltraiter. Il y a des juifs qui se font tabasser à l'école dès le lundi matin, et moi je peux vous raconter une anecdote, j'avais un collaborateur qui le lundi matin est rentré dans mon bureau en me disant « Qu'est-ce que tu as encore fait hier à Gaza ?» J'avais très bien de quoi il parlait, alors je dis bah, « J'étais pas à Gaza hier. » Il dit « Oui, ton armée, Je fais quoi? L'armée française était à Gaza hier? Et il me répond « Non, l'armée israélienne. » Alors je dis « Tu sais, moi je ne suis que français, un citoyen français. »
Donc voilà, ça a été vraiment le basculement du monde occidental, et c'est aussi un an avant le 11 septembre. Et là, je vous dis une chose, prenez un journal de 1999, de 1999, ce que vous voulez, regardez les pages des journaux, et prenez un journal maintenant, le monde n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que si vous regardez l'Afrique noire, il n'y avait pas de problème avec l'islam en Afrique noire, il n'y avait pas de problème en Asie avec l'islam, il n'y avait pas de problème. L'islam a vraiment basculé dans un troisième djihad à partir de cette image-là qui a été déclenchée donc avec cette image, mais avec ensuite Ben Laden et tout ce qu'on a pu voir autour. Alors, qui a fait ce reportage? C'est un caméraman qui vit à Gaza qui s'appelle Talal Abourahman. À cette époque-là, il travaille pour 2 chaînes de télévision, CNN et France 2. Il envoie ces images à CNN. CNN refuse de diffuser ces images et dit « ces images ne nous semblent pas authentiques, on ne les diffuse pas ». France 2, ils ont un monsieur qui s'appelle Charles Anderlin, qui est le correspondant de France 2 à Jérusalem depuis le début des années 80. À l'époque, ça faisait plus de 20 ans. Et il est donc franco-israélien, juif, et donc il décide de prendre les images et de les monter. Il en fait un court reportage d'une 50aine de secondes qu'il diffuse à la télévision, et le soir même, il décide de les offrir gratuitement à toutes les télévisions du monde entier, en disant, l'argument ensuite qu'il a sorti, c'était de dire on ne peut pas faire d'argent avec la mort d'un enfant. Donc ça, c'était comment ça a été diffusé dans le monde entier. Le problème de ce reportage, c'est que c'est faux, c'est un faux, et c'est l'accusation antisémite de notre génération. C'est-à-dire que ce reportage, et c'est ce que je vais vous démontrer, et encore une fois, je vous demande de regarder jusqu'à la fin, quand ça va évoquer ce que c'est, moi j'affirme que tout ce que vous verrez est une pure et simple mise en scène. Alors, il y a eu 12 années de lobbying intense et de bataille politique, puisque en effet, si j'ai commencé la bataille juridique en novembre 2004, pendant les 2 années qui ont précédé, j'y reviendrai un petit peu avant, pendant les 2 années qui ont précédé, j'ai fait tout un travail de lobbying, d'essayer de faire comprendre à France Télévisions que c'était d'abord pas les Israéliens qui avaient tué, et ensuite que c'était une mise en scène. Ça a été impossible, et c'est ensuite seulement que j'ai lancé la procédure judiciaire, enfin, j'ai réussi à faire lancer la procédure judiciaire contre moi. Et ça a été un combat juridique dont on va parler aussi lors de cette présentation. Alors, je vais vous expliquer. La présentation va durer environ 40-45 minutes, et je vous explique un petit peu le plan de cette présentation. D'abord, on va voir l'impact planétaire d'Al-Doura. Parce que vous pouvez me dire, on s'en fiche, un reportage comme ça, il y en a des dizaines qui sont des faux reportages. Non, c'est pas un reportage parmi tant d'autres, c'est l'image, et c'est ce que je vais vous montrer, qui a été diffusée dans le monde entier, qui a été la plus dévastatrice contre Israël depuis la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre image dans le monde qui a eu autant d'impact. Et vous voyez cette image que vous avez vue, je vous pose une question toute bête dans cette salle. Qui a lu l'intégralité des protocoles des sages de Sion? 2 personnes. Voilà. Donc, et on est dans un milieu, on va dire, intéressé par ces sujets-là. Donc, personne n'a lu en gros les protocoles des sages de Sion. Or, cette image, tout le monde l'a vue dans le monde entier. Et les protocoles des sages de Sion, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, alors que ça, vous avez vu l'image, vous avez tout de suite compris la violence de ce message. Ensuite, on va voir pourquoi c'est une mise en scène, et ça, je vais vous le démontrer, et encore une fois, j'accepterai toutes vos questions. Je vous parlerai un petit peu des procès qui sont encore en cours. En mai 2013, alors là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de savoir, on a eu le rapport officiel israélien qui me soutient. Pourquoi ça a mis tant de temps? Ça, c'est une vraie question. Ensuite, la stratégie pour gagner la bataille des médias. Et enfin, questions-réponses et vos suggestions. Parce que, comprenez cette histoire, moi je ne suis pas un professionnel des médias à la base, je suis quelqu'un comme vous qui s'est intéressé aux médias. Et tous les progrès que j'ai pu faire dans ce combat, ça a été en rencontrant des gens, en échangeant avec les gens et en prenant des idées des autres pour essayer de développer, je dirais, une stratégie pour gagner ce combat. Parce que c'est un combat qui doit être gagné. Et comme à la fin des films, c'est toujours le gentil qui gagne, nous allons gagner. Alors, voyons l'impact planétaire d'Al-Doura. Alors, vous vous souvenez de cette image, je veux dire, le petit enfant de Varsovie et l'image de France 2. Alors ça, c'est quoi? C'est la mise en image de la déclaration de Catherine Ney sur Europe 1 qui a dit à l'époque l'image du petit Mohamed efface l'image du petit enfant juif dans le ghetto de Varsovie. Et donc c'était ça, c'est-à-dire que l'Occident, enfin la France, l'Occident était content, il pouvait enfin nazifier les juifs et dire que les anciennes victimes des nazis étaient devenues les nouveaux nazis de notre génération. Alors, ça c'est ce qu'on a pu voir, mais ensuite on a pu voir des timbres-postes dans tous les pays musulmans, je ne dis pas seulement arabes, puisque l'Iran n'est pas un pays arabe, musulman, vous avez eu des timbres-postes à l'effigie du petit enfant et de son père. Alors, encore une fois, j'ai plein d'autres images, je vais vous en montrer quelques-unes,
Mais je peux aussi vous dire que les 2 soldats qui ont été lynchés à Ramallah 2 semaines après le début de la seconde intifada ont été lynchés au cri de Adoura, Adoura, c'était pour venger le petit Mohamed. Ensuite, vous avez une cassette de recrutement de Ben Laden. Alors vous allez voir quelques secondes, je n'ai pas envie de vous laver le cerveau en vous convertissant au Ben Ladenisme, mais regardez ce que ça donne. Ah, là le son a été baissé. Non, on va commencer. Voilà. Donc Ben Laden, dans l'année qui précède le 11 septembre, utilise ces images. Un immeuble à Téhéran, vous voyez, le père et l'enfant, et encore une fois la mosquée, Jérusalem. Daniel Pearl. Alors Daniel Pearl, c'est un journaliste donc, du Wall Street Journal qui a été égorgé pour venger la mort de petit Mohamed 1 an et demi après le film. Vous allez voir une cassette vidéo avec une voix par-dessus en allemand, puisque c'est extrait d'un reportage, d'un documentaire allemand. Vous n'allez pas voir la scène horrible, vous allez simplement voir quelques mots de Daniel Pearl au moment où ils intercalent l'image de petit Mohamed derrière pour la justification. Pourquoi ce documentaire en allemand? C'est simplement, et c'est intéressant parce que c'est par ton frère Hervé qui m'a fait découvrir ce documentaire allemand en 2002, qui était le documentaire de la télévision publique allemande qui avait dit à l'époque que le petit Mohamed n'a pas été tué par les Israéliens, mais par les Arabes. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à cette affaire, que j'ai commencé à y trouver quelque chose d'impressionnant, que je suis allé voir France Télévisions, ça n'a pas marché, et c'est quelques mois plus tard que j'ai découvert la vraie vérité qui avait été en fait présentée par Nahum Shaf, un chercheur israélien dont je vais vous parler plus tard, et qui ensuite m'a expliqué que c'était une pure et simple mise en scène. Derrière cela, donc cette chaîne télévision allemande a fait ce premier documentaire. Je suis allé la voir plusieurs années plus tard en leur disant mais non, vous vous êtes trompé, ce n'était pas les Arabes qui ont tué l'enfant, c'est une pure et simple mise en scène. Au début, ils m'ont pris pour un fou, et ensuite ils m'ont suivi lors de mon deuxième procès de 2008, dont on parlera plus tard, et ils ont fait un deuxième documentaire qui a été publié en 2009, qui est un documentaire accablant pour France 2, 52 minutes où vraiment ils démontent pièce par pièce la mise en scène, qui a été diffusée en Allemagne, en Suisse, en Israël, dans d'autres pays dans le monde, et surtout France 2 a envoyé des lettres de menaces à la chaîne allemande en leur disant « Attention, nous allons vous attaquer en justice ». Bien évidemment, ils n'ont jamais rien fait. Der amerikanische Journalist Vous voyez l'image, voilà, on intercale l'image du père et de l'enfant, et derrière, vous allez voir, vous voyez le père et l'enfant avec là un poster qu'on pourra voir après. Il y a écrit « Stop killing Palestinian children ». Alors, le ministère de la Santé à Gaza s'appelle le martyr Mohamed Al-Doura. Alors voilà, vous voyez un drapeau du Hezbollah, un immense poster avec le père et l'enfant, un soldat israélien là, et la mosquée. Et là, vous voyez la taille de cet enfant. Donc, vous pouvez imaginer la taille du poster. Bamako, vous savez où c'est? Capitale du Mali, là où la France fait la guerre. Voilà la place de l'enfant martyr de Palestine, à Bamako. Donc là où on a à lutter contre les djihadistes, il faut savoir que les djihadistes, ils ont été aussi incités par ça. Ça, c'est le Times Square de Bamako. C'est la plus grande place de Bamako. D'accord? Alors, à Toulouse et à Montauban, en mars 2012, on a eu 3 soldats français qui ont été abattus par Mohamed Merah, et ensuite, à Toulouse seulement, un rabbin et 3 enfants. Mohamed Merah, avant d'être abattu par la police, a déclaré qu'il a fait ça pour venger les enfants palestiniens tués à Gaza. Et ensuite, ses petits camarades sont allés à la télé pour dire que c'était pour venger le petit Mohamed Al-Doura. Donc on voit bien que la France, partout où elle va, et pas seulement la France, est rattrapée par l'affaire Al-Doura, jusque sur son propre territoire. Alors maintenant, je voudrais qu'on rentre dans le thème, pourquoi c'est une mise en scène. Et avant de revenir là-dessus, simplement pour revenir à la période précédente, ce que je vous ai montré, c'est pour vous dire, pour répondre aux questions, mais on s'en fiche, c'est une histoire ancienne, ça n'a aucune importance. Si, ça a une importance. Il y a des écoles, il y a des rues, il y a des monuments dans le monde entier qui fleurissent, et cette image-là, elle a tué, elle continue à tuer, et c'est donc pour ça que c'est très important de continuer à mener ce combat pour arriver à une révélation de la vérité. Vous me direz, oui, il y a encore des gens qui croient au protocole des sages de Sion, vous avez raison. Mais dans le monde civilisé, les gens aujourd'hui savent que c'est un faux. Ben, j'ai bon espoir que, puisqu'on travaille pour les livres d'histoire et on ne travaille pas simplement pour les gens du lendemain, à un moment donné, dans le monde civilisé, on saura que c'est un faux. Alors pourquoi c'est une mise en scène? D'abord, je voudrais vous montrer quelques images qui ont été tournées en Syrie récemment, pour que vous preniez conscience de ce que c'est que la vraie guerre. Parce que
je vais vous poser une question un peu naïve. Alors, souvent, je fais ces conférences aux États-Unis, donc les gens sont tous des tireurs. Parce que souvent, ils tirent, ils payent. Ah, bah, moi, je tire tous les week-ends, d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà tiré avec une arme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà tiré avec des armes ici? D'accord. Okay. Donc, on a des gens qui savent tirer avec des armes. Donc, vous savez ce que c'est, vous connaissez les dégâts que peuvent provoquer les armes. Alors, regardez un petit clip qui a été tourné en Syrie pendant la dernière guerre, enfin, pendant la guerre actuelle. C'est la première fois qu'on doit dire Allahu Akbar au Betraviril. Regardez. Regardez la flaque de sang qui est autour de la tête du garçon. Bon. Ok, on ne va pas être un peu plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez vu une balle, le sang, ce que ça fait. Alors, la mise en scène Al-Doura, revenons sur notre dossier. Ce n'est pas une thèse, mais c'est une démonstration. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose que j'essaye de présenter une thèse contre une autre. J'essaie de vous présenter une démonstration scientifique avec des expertises balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques qu'on a présentées à la Cour de justice. Et à chaque fois, nos expertises n'ont jamais été récusées. De leur côté, France 2 et France 1 n'ont jamais été en mesure de présenter une seule contre-expertise. Nos sources n'ont jamais été contestées. Nous avons utilisé comme source principale les images de France 2. Et donc il y a des pionniers dans cette affaire, puisque encore une fois j'insiste bien, ce n'est pas moi qui ai découvert le fait que c'était une mise en scène, c'est ce chercheur israélien qui s'appelle Nahum Shahaf. Donc ce Nahum Shahaf, 3 semaines après les faits, va voir l'armée israélienne et leur dit « Vous êtes fait manipuler, c'est une mise en scène ». À l'époque, les Israéliens ne veulent pas l'écouter, on considère que ce n'est pas important, que c'est complètement fou, qu'ils sont engagés dans une guerre et que cette image n'a aucune importance, et donc ils passent par-dessus son avis, et donc personne ne l'écoute. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Rehov qui vit maintenant en Israël, qui était un réalisateur qui faisait des films documentaires aussi sur Israël, sur la désinformation, qui a lui-même essayé d'engager une procédure judiciaire à l'époque contre France 2, qui a été complètement rejetée par la justice française. Une procédure pour diffusion de fausses nouvelles. Et ensuite Esther Shapira, qui est donc la journaliste allemande qui a fait ce premier documentaire, qui était vraiment une pierre dans le jardin de France 2. Et vous verrez quelques images extraites de ce reportage. Alors, nous disposons d'un temps limité, c'est ce que je dis généralement, comme on a 14 heures là, donc on va publier cette phrase. Voilà. Mais le concept de ça, c'est essayons vraiment de garder les questions pour la fin, ce sera beaucoup plus simple pour y répondre. Alors, je vous propose de regarder le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000. Selon ce que moi je veux vous dire maintenant, c'est 100% de ce que vous allez voir est une pure et simple mise en scène. Regardez tout bien, et ensuite je vous ferai la démonstration précise. Tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les policiers anti-aériens, les Israéliens, ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Voilà l'image. Alors, la version des faits du journaliste de France 2. Les soldats israéliens se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. 80 mètres, ce n'est pas une grande distance. Alors pour ceux qui connaissent un peu le 16e arrondissement, j'ai trouvé le truc, c'est l'écartement de l'avenue Foch. Alors fait perdre son téléphone. Voilà. Alors à 80 mètres, il aura donc fallu 45 minutes aux soldats israéliens pour tirer sur le père et l'enfant et enfin les abattre sans discontinuer. C'est-à-dire qu'on parle d'une cible en gros qui est grande comme cet écran blanc, hein, le père et l'enfant, hein, cette partie blanche de l'écran. Il aurait donc fallu 45 minutes à des tireurs d'élite israéliens, hein, ce qu'on a dans les fortins, pour abattre cette cible. Alors, pour votre information, on a fait intervenir des experts balistiques qui nous disent qu'à 80 mètres,
un soldat correctement entraîné, je ne parle pas d'un tireur d'élite, un soldat correctement entraîné, tire toutes ses balles dans un cercle comme ça, à 80. D'accord ? Donc 45 minutes, c'est beaucoup, c'est le temps de cette présentation. Ensuite, on nous dit que le père a reçu 12 balles à haute vélocité et a été grièvement blessé. Vous avez vu une balle sur le soldat syrien, vous imaginez 12 balles, ce que ça peut faire, et que l'enfant en a reçu 3 et qu'il en est mort. Alors on va regarder 12 plus 3, ça fait 15, et 15, on n'a pas une seule goutte de sang. D'accord ? Alors vous avez quelque chose de rouge là, effectivement, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. En fait, c'est un petit chiffon rouge que l'enfant, mouchoir rouge ou chiffon rouge, que l'enfant tire de sa poche et met sous son estomac pour faire penser qu'il y a du sang là. D'accord ? Mais les 15 impacts de balles, vous ne les voyez nulle part. Il n'y en a même pas 10. Alors, je parle sur le corps. Alors, voyons où ça s'est passé, ou plutôt où ça ne s'est pas passé, le carrefour de Netzarim. Donc là, vous avez le fortin israélien, le mur, avec ici un agrandissement du mur et du baril, et un angle de 30 degrés. C'est très important l'angle de 30 degrés, vous verrez tout à l'heure, parce qu'on va regarder, on va pouvoir analyser l'impact des balles sur le mur. D'accord ? Alors, je voudrais qu'on commence d'abord par regarder plusieurs scènes qui ont été tournées par Reuters au même endroit, le même jour. C'est très important de voir le contexte. Parce qu'il y a aussi un argument que Franck donne souvent, c'est comment pouvez-vous imaginer qu'on ait pu tourner une scène de guerre au milieu de la guerre? Vous ne pouvez pas faire une mise en scène. Mais nous, ce qu'on va vous démontrer maintenant, c'est que ce n'était pas une scène de guerre, c'était ce jour-là, c'était ce qu'on appelle Pallywood, Palestinian Hollywood, le tournage de fausses scènes de guerre. Je vais vous montrer 3 scènes. Alors regardez bien, on est au même carrefour. Là, les caméramans ne sont pas là, parce que là, donc, vous imaginez la distance de 80 mètres, mais ils sont beaucoup plus près, ils sont là, et ils filment une des scènes qui se situe là. Donc ça veut dire qu'on est devant le fortin israélien. Donc on n'est pas, là on est à 20 mètres maximum. Regardez, vous voyez même le drapeau du fortin israélien qui est juste là, à gauche. Vous voyez, là on tourne le dos, là où était le. Donc là un garçon va faire comme s'il était blessé, on appelle l'ambulance, qui va venir très vite. Vous voyez, les caméramens arrivent aussi assez vite. Et là, regardez ce que va faire ce garçon là, adjoint. Voilà, il est tellement content que son copain soit blessé, qu'il part, il sourit et il applaudit. C'est tout à fait logique. Et alors lui, qui serait une vraie cible pour un soldat israélien, parce que là, il y a quand même des... avec une calache. Non. Et là, vous voyez que tous ces caméramens participent à ce tournage. Donc on voit bien que ce jour-là, on tourne de fausses scènes de guerre. Maintenant, on va avoir une deuxième. Là, vous allez voir quelque chose d'intéressant, vous allez voir une ambulance arriver, puis on me disait qu'il y a un blessé qui va arriver, et devant l'ambulance passe quelqu'un tranquillement à vélo, très détendu, et là, le blessé n'a pas besoin d'être porté, mais il saute dans l'ambulance. Regardez-le. Donc l'ambulance arrive, regardez, le monsieur passe à vélo tranquillement, et là, hop, il saute dans l'ambulance. Là, tous ces gens-là, lui par exemple, il tourne, ça c'est le fortin israélien. Donc si les Israéliens ont décidé vraiment d'abattre des enfants et tout le monde, ils sont tous des cibles, et très faciles. Alors ça c'est une scène un petit peu ridicule, vous allez voir que le monsieur n'est pas blessé, mais après il est blessé, vous allez voir. Mais pas du fait des Israéliens. Voilà. Alors, on a une douzaine de scènes comme ça, bien évidemment, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez court, mais sachez qu'il y en a d'autres, on peut les voir en ligne, ou même si vous avez voulu d'autres, on pourra en voir tout à l'heure. Alors, la source du reportage de France 2, Talal Abou Rahman. Il faut savoir qu'en dernier, dans tous les argumentaires qu'il a donnés, c'est j'ai une confiance absolue dans mon caméraman Talal Abou Rahman qui travaille avec moi depuis 1988 et qui continue d'ailleurs toujours à travailler pour France 2. Alors, on va l'écouter et écoutez bien ce qu'il nous dit. Well, first of all, as I told you, 28 minutes, around 28 minutes, they were hiding and the shooting on them. I mean, I could tell you clearly, the focus on them. And I could see the bullets around the boy, on the wall, coming to the wall. Donc il nous dit que pendant les premières 20 minutes, les soldats ont visé. Ils les tiraient, ils cherchaient vraiment à les abattre. Et ils voyaient les balles sur le mur. Alors c'est intéressant parce que après nous, parce que là après on verra les 45 minutes de tir, il y a 8 impacts de balles sur le mur. D'accord ? 8 impacts. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est regarder la taille des impacts. Si le père avait reçu 12 trous comme ça, imaginez,
il serait déchiqueté. Maintenant, regardez, je fais une chose avec monsieur, je le pousse un tout petit peu, il bouge un peu, même s'il résiste. Lui, il prend 12 balles en angle de 30 degrés, il ne bouge pas d'un centimètre. Maintenant, regardez la forme des impacts. Ils sont ronds. Comme les impacts sont ronds, c'est la preuve que les tirs sont perpendiculaires. S'ils venaient d'un angle de 30 degrés, vous pouvez imaginer même intuitivement que les balles auraient griffé le mur, auraient fait des formes ovales. Alors maintenant, écoutons-le encore. We have evidence, the kind of the bullet, I filmed it, the kind of the bullet, we pick up the bullets from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it? I don't know. You interviewed one from the general, he could tell you. But the general claimed that no investigation took place. France do collected. So you're doing a better investigation job than the police? We have some secrets, you know, for ourselves. We cannot give anything, just everything. Voilà. Donc le monsieur d'abord indique que France 2 a récupéré les balles. Au procès, bien évidemment, j'ai demandé est-ce que France 2 produise des balles. Ils ne les ont pas. Et puis ils ne peuvent pas tout dire. Mais ils enquêtent mieux que la police. Bien sûr. Encore une fois, voilà, vous voyez les impacts de balles. On a 8 impacts de balles sur le mur sur 45 minutes. Ça fait moins d'impacts. Et là, on ne parle pas simplement de cette surface-là. On parlerait d'un mur qui serait, je sais pas, 3 fois comme ce grand mur, à 45 minutes, à 80 mètres et 45 minutes de tir. Alors, il faut savoir qui est ce caméraman. Ce caméraman, le 2 janvier 2001, il a donné une interview au Matin du Sahara et du Maghreb, le quotidien à plus forte audience des quotidiens du Maroc. Et donc il est allé faire une tournée de conférence. Il exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté à la cause palestinienne. Et il nous dit qu'il a fait des études de management et qu'il a choisi le journalisme comme moyen de défense de la cause palestinienne. Donc ce journaliste affirme 6 mois après les faits, lui-même dans la presse arabe, que son but c'est de faire de la propagande, c'est de défendre la cause palestinienne. Mais c'est ce journaliste que France 2 continue à défendre. Alors, au procès, dont on parlera un petit peu plus tard, France 2 a produit quelques témoignages écrits, qui ont tous été ridiculement démontés par les graphologues, qui ont prouvé que tous les témoignages qui avaient été écrits de la même main et de la main du caméraman de France 2. Peu importe, voilà au moins ce qu'ils ont osé présenter et ce qui a été considéré comme acceptable par la justice française à l'époque. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Des bombes atomiques. On n'est pas loin. Il y avait un avion qui tirait d'en haut. Il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc vous avez des avions, des hélicoptères, des missiles, tout. Et toujours 8 impacts de balles. Alors maintenant, je voudrais qu'on regarde attentivement les premières images du reportage de France 2. C'est au tout début. Alors déjà une chose. On a tous un peu l'expérience de regarder la télévision. Vous avez remarqué que le caméraman n'est jamais au bon endroit au bon moment. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui prend une balle, c'est inattendu. C'est pas quelque chose où le caméraman dit tiens, il va se prendre une balle, je le mets. Et bien là, on a une chance, c'est que le caméraman de France 2, quand il a filmé la scène de France 2, qu'il n'a d'ailleurs pas filmé, puisque vous voyez bien qu'à aucun moment on voit l'enfant recevoir une balle comme ça, et ben il est au bon endroit, mais quelques minutes avant, il était encore au bon endroit. Il avait placé son trépied parfaitement au bon endroit pour filmer ce monsieur parce qu'il savait qu'il allait recevoir une balle. Regardez. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Là, il y a 3 choses intéressantes encore. Donc, premièrement, le caméraman, il est là, parfaitement au bon endroit, au bon moment. Deuxième chose, que dit Charles Anderlin? Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler que les Palestiniens tiraient avec des balles à blanc? Mais là, il nous révèle, en nous disant ça, que quand ils font leur mise en scène, bien évidemment, ils ne tirent pas avec des balles réelles, ils ne sont quand même pas complètement fous. Donc là, ils balancent l'info. Il y a autre chose. L'ambulance arrive en exactement 2 secondes. Regardez bien, on est sur le même plan. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Okay. Si quelqu'un avait par hasard laissé son téléphone portable sonner ici, il faut plus de 2 secondes pour prendre son téléphone portable. Vous imaginez ce que j'ai, c'est une ambulance, ça n'a pas de sens. Maintenant, ils sont tellement fiers, France 2, de cette image, qu'ils n'avaient pas un seul caméraman qui filmait, mais un deuxième caméraman avec un autre angle. Donc ça veut dire que ce jour-là, il y avait 2 caméramans qui savaient exactement qu'il allait arriver quelque chose à ce garçon-là. Et regardez ce qu'il a fait.
Une autre caméra. Les voici. Ils sont vraiment très forts. Mais il y a autre chose. C'est que la balle, elle est censée le projeter contre la Jeep, puisqu'elle vient du fortin israélien. Il fait un bond d'1 mètre dans l'autre sens. Mais il y a encore autre chose. Regardez l'ambulance à droite. Grâce au rétroviseur, on peut voir que l'ambulance, elle est partie avant même qu'il reçoive la soi-disant balle. Une autre caméra. Les voici. D'accord. Donc là, il se tient la jambe droite. On va le tirer sur le sol sur la jambe droite. Bien sûr, pas une goutte de sang. On va le porter là. On voit sa jambe droite. Pas une goutte de sang. On va le mettre sur la civière sur la jambe droite. Aucune plainte. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ce sont les images que France 2 a produites lors d'un des procès. Et vous allez voir quelque chose d'amusant, c'est qu'au milieu de cette scène que vous n'avez pas pu bien voir en détail, quand on regarde les rushs sur une plus longue période, on voit par exemple qu'il y a quelqu'un qui fume tranquillement sa cigarette au milieu de cette scène et qui joue avec ses cendres. Alors regardez bien, ça c'est ce monsieur qui vient de se prendre une balle dans la jambe droite. Regardez comment on l'attrape. Regardez bien. Regardez. On retrouve les images de France 2 déjà Regardez lui vues, qui fume à gauche. montrant la fin de l'évacuation. Lui il va cracher sa fumée aussi. Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Lui part avec sa bouteille d'eau. Dans les rushs de France 2, celui-là il apparaît 3 fois, 2 fois évacué. Dans leur fuite, ces hommes passent devant Mohamed Al-Doura et son père Jamal, cachés derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on tourne cette scène qui est complètement bidon, hein, qui a aucun doute, le père et l'enfant sont déjà derrière le cylindre en béton. Donc ils attendent tranquillement leur tour. On pourrait normalement arrêter la présentation maintenant, mais on va aller plus loin pour bien aller au fond et montrer une grande partie des plans. Alors, les seules images que détient France 2 qui suivent la mort de l'enfant, elles sont dans les rushs de France 2. Donc bien évidemment, ils ne les ont pas diffusées. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de les voir. Donc là, n'oubliez pas, l'enfant est mort, selon Charles Andéra. Regardez ce qu'il va faire quand il est mort et écoutez le bruit. Et là, vous allez entendre des bruits d'armes automatiques, où ce ne sont pas des bruits des balles réelles, parce que vous ne voyez rien. Vous avez pu voir ce que fait le père, le visage du père, et vous avez vu l'enfant qui lève le coude et qui tourne la tête en direction du caméraman. Vous pouvez le refaire si vous voulez. On lève le coude, on baisse le coude, et le père, vous voyez son visage. Et l'enfant mort qui lève son pied, et à gauche on voit un trépied, mais qu'on verra un petit peu mieux tout à l'heure. Alors vous voyez, ça c'est quand il lève le coude. Alors, ça c'est, je pense qu'on peut considérer que c'est ridicule pour dire que cet enfant n'était pas mort juste avant. Mais maintenant je vais vous montrer les dernières secondes qui suivent, on va dire, la résurrection de l'enfant et qui en couche. Regardez bien ce qui se passe. Donc là on voit le trépied, là. Le trépied. Et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils ont été transpercés par 15 balles et qu'ils ont disparu subitement et qu'il n'y a pas une goutte de sang sur lui. Alors vous pouvez regarder le timecode, ça c'est fourni par France 2, hein, encore une fois. Donc regardez le timecode, 1805, 06, 06, 09, hop. Ils coupent, ils font disparaître. Mais ils les font disparaître, mais en plus ils nettoient le mulon. D'accord? Donc on est dans du absolument n'importe quoi. Il n'y a rien qui tient la route en face. Alors les blessures du père, je suis obligé de mettre des guillemets puisque le père me dit qu'il a 12 balles d'armes de guerre dans le corps. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors on va écouter ce que nous dit le père, c'était sur Canal+. Il y a 1 an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc il a été criblé de balles et vous avez vu qu'il a une vraie cicatrice au bras. Alors le lendemain des faits à l'hôpital de Gaza, alors que sur la scène du crime, il n'avait de sang nulle part, là il saigne par-dessus le plâtre. Alors si vous connaissez des médecins, oui, je leur demanderai si quand on a une blessure ouverte, on plâtre. Ça ne me semble pas très pertinent. Et là, il a des pansements. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez ces jambes-là, qui sont là où il est censé avoir reçu des balles, là, vous voyez qu'il n'a strictement rien. Et là, c'est le chiffon rouge que l'enfant va tenir, qu'il tient là, juste avant qu'il rapproche, et qu'il va mettre à son estomac. D'accord?
Donc là, on voit qu'il n'y a strictement rien. Alors, on a eu quand même un problème à ce moment-là, c'est que en 2004, France 2 a produit des images du père, quasiment nu, avec des cicatrices partout. Et sous les bandages qu'il avait, il avait effectivement des cicatrices. Sauf que les cicatrices, ça n'était pas des blessures par balle, mais des blessures rectilignes. Pourquoi? C'est que 8 ans auparavant, il avait été attaqué par des membres du Hamas de l'époque déjà, à Gaza, à coups de hache et de couteau. Il a été traité ensuite à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv en 1994 par ce médecin qui est un médecin franco-israélien. Et quand il l'a traité à l'hôpital Tel HaShomer, il lui a permis de retrouver la motricité de sa main en prenant un tendon de sa jambe, etc. Et donc il a expliqué que toutes les cicatrices que le père avait étaient en fait ou bien résultat de couteau ou de hache, ou bien de ces opérations chirurgicales. Voilà. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת, ניתקתי אותם מהשרירים שלהם, מכף הרגל שמאל, והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה, כמובן, זה משאיר צלקות. ולכאורה, הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל דורה מציג אותם כפיצי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני, הצלקות הללו שג'מאל דורה מציג כצלקות של פיצי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן או סכין כנשק. Voilà. Donc ça, c'est pour les blessures du père. Maintenant, on va poser la question sur les blessures du petit Mohamed. Alors, écoutons ce que nous dit le père. The first bullet hit him in the right knee. La première balle l'a touché au genou droit. C'est très important de se souvenir du genou droit. Alors, là, on va voir des images un peu difficiles, des images d'une autopsie d'un adolescent à l'hôpital de Gaza. Et écoutez ce que vous nous dit le médecin, et souvenez-vous que le père nous dit la première balle l'a touché au genou droit. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc la troisième balle dans la jambe gauche. Bon, on passe sur les deux balles qui sont censées rentrer et l'avoir déchiquetée complètement et sortie dans le dos. C'est ce qu'il nous dit, il y a deux balles qui sont rentrées et sorties dans le dos. Et une troisième balle dans la jambe gauche. Or, le père dit la jambe droite, donc on a un problème. Peut-être que cette autopsie n'est pas l'autopsie du garçon qu'on voit à la télévision. Alors, regardez, donc, le genou droit, il n'a strictement rien. Et ça, ce chiffon rouge qu'il va placer là. Maintenant, on va écouter le père. Mohammed? Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc il a une balle qui est encore touché la jambe droite, donc on n'est pas dans le même, et une balle qui est sortie dans le dos. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça fait l'impact d'une balle dans le dos de quelqu'un, parce que c'est assez impressionnant. Vous allez voir ce que ça donne sur le théorème. On va écouter ce que nous dit le médecin. Il a reçu, c'est encore des images de France 2. L'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc une balle qui a touché Mohamed de face à la poitrine et qui est sortie au niveau du rein. Donc vous pouvez imaginer, alors donc, le principe d'une balle, c'est qu'elle peut rentrer et ne pas faire beaucoup de sang en rentrant. Mais quand elle rentre dans le corps, elle touche des os qui deviennent eux-mêmes des projectiles, elle touche des organes. Et de l'autre côté du corps, ça fait une sortie assez avec beaucoup de chair et beaucoup de sang. Alors regardez, à la poitrine strictement rien. L'avis de l'expert balistique, si la blessure au ventre avait été transfixiante, c'est-à-dire qu'elle est transpercée, comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur,
ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France 2. Alors ça, c'est une fois que l'enfant a levé le coude et baissé le coude. Une fois qu'il est soi-disant mort, avec dans son dos, il n'y a pas une goutte de sang, ni là, ni sur le mur. Maintenant, je voudrais vous montrer, alors ce sont des images difficiles, mais regardez une vraie sortie de balle, et un jean, voilà, c'est une balle qui est rentrée dans le ventre et qui est sortie. Ça, c'est un adulte. Vous imaginez qu'un enfant, c'est beaucoup plus faible encore. Voilà une autre sortie de balle. Voilà. À comparer avec ça, où il y a 2 balles qui sont rentrées dans le corps, qui sont sorties, qui n'ont strictement rien fait. Alors, si ça peut vous amuser, un jour, j'ai eu à débattre sur une télévision canadienne avec un journaliste et un type qui venait de Nazareth, de Bethléem, je ne sais plus exactement. Et je leur ai dit, mais comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas de sang, malgré les 12 plus 3, les 15 balles? Et il m'a dit, ils étaient tellement terrifiés que leur sang s'est congelé. Qui a dit ça? Un journaliste, un journaliste sur la télévision canadienne, c'est encore libre sur Internet. Alors, le docteur qui a réceptionné un corps qu'il croit être celui de Mohamed Al-Doura l'a reçu à une heure improbable. Souvenez-vous, le reportage commence par 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de l'État. Donc 15 heures, 45 minutes de tir, l'enfant meurt, 15h45, il ressuscite 15h46, il baisse le coude, on va dire 15h47, il disparaît 15h48. Il serait intéressant de savoir à quelle heure le médecin qui a réceptionné le corps l'a reçu. D'accord? Donc on va l'écouter. It was about 10 o'clock. 10 o'clock. I was in the intensive care room in the emergency department, of course, for the serious casualties. In the same time, in 1 minute, bodies came to this room. One was small body. I knew afterwards his name was Muhammad Jamal Dora, about 10 years old. Voilà. Donc il nous dit qu'il a reçu l'enfant mort à 10 ans. Le même jour? Le même jour, puisque les obsèques ont eu le même jour aussi, mais à des heures aussi improbables. Donc si on doit résumer, donc on va dire que cet enfant s'est réveillé vivant, il est mort, arrivé à 10 heures mort à l'hôpital, ressuscité totalement assis avec son père à 15h, puis remort à 15h45, puis revivant à 15h45. Enfin bon, vous voyez qu'on est dans un système qui ne marche pas du tout. Mais si c'est le lendemain? Si la date du lendemain? Non, parce qu'elle date du... Enfin, le médecin, les obsèques ont lieu... Je vous répondrai à la fin à toutes les questions. Mais les obsèques ont lieu le jour même et on a les images des obsèques qui ont lieu le jour même à 17h. Ils ont été diffusées. À 17h. Elles sont diffusées le soir même. À 17h, les obsèques ont lieu. Donc il peut pas être... ça ne peut pas être à 10h du matin qu'il l'a reçu. Alors, donc pour résumer cette affaire, on a donc, ce jour-là, on tournait des mises en scène au même endroit, le même jour. La source de France 2 n'est pas très fiable, vous avez pu voir la fiabilité de Talal Abourahman. La première scène du reportage n'est pas authentique, vous vous souvenez, c'est la scène avec l'ambulance qui arrive en 2 secondes, avec 2 caméramens, les types qui fument tranquillement leur cigarette. 45 minutes de tir, 15 balles à haute vélocité et pas une goutte de sang. Le garçon mort qui bouge après sa mort, et qui était même mort avant d'être vivant. Les cicatrices du père ne sont pas liées au 30 septembre 2000. Les blessures décrites sur l'enfant ne sont pas plausibles, encore une fois, jambe droite, jambe gauche. Et l'enfant était mort à 10h, vivant à 15h, mort à 15h. Et une cinquantaine de preuves supplémentaires. Je peux vous donner par exemple un exemple, on a fait faire l'expertise biométrique, donc comparaison des visages entre l'enfant du reportage de France 2 et l'enfant de la mort, par exemple. Ce n'est pas le même enfant. Et ça, c'est certifié. D'accord ? Donc on a tout un tas d'éléments comme ça qui continuent à arriver et qui continuent à prouver. De leur côté, ils n'ont jamais apporté une seule contre-preuve. Donc, moi je dis que le reportage que France 2 diffusait le 30 septembre 2000 est une pure et simple mise en scène. Voilà l'image de la fin du reportage. Avant de pousser plus loin la conversation, je voudrais savoir si dans la salle, il y a quelqu'un qui pense que le reportage de France 2 était authentique. Je pense que c'est important, parce que après je voudrais qu'on rentre vraiment sur ces questions-là dans la partie questions-réponses. La question que je me pose, c'est si Charles Anderlin est de bonne foi ou si Alors, c'est... ça c'est une autre question. Mais la question c'est, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le reportage était une pure et simple mise en scène ? D'accord. C'est important parce que après on pourra avoir... Ça c'est un autre débat de savoir est-ce qu'il y a des... qui pense quoi ? Alors le procès. Donc novembre 2004, publication de l'article. Qu'est-ce qui se passe ? En 2002, grâce
donc au reportage que je découvre de l'ARD, puis ensuite le travail de Nahum Shaf, je commence à me battre, à essayer de faire en sorte que France 2 admette, personne ne veut rien entendre, je vais voir l'ambassade d'Israël qui m'envoie promener, je vais voir, à l'époque c'était Nissim Zvili, ensuite ça a été Daniel Sheikh. Nissim Zvili me parlait gentiment, Dani Sheikh lui-même refusait de me serrer la main. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un ami de Charner. Hein. Non. Pourquoi il te parlait gentiment Nissim Zvili? Non, c'est une blague. Hein. C'est juste parce qu'il est tunisien. Ah. D'accord. Ok. Alors, donc, moi, je me bagarre pendant 2 ans à essayer de faire en sorte que ça sorte et ça ne sort pas. Donc, je prends des avocats en disant comment faire pour faire, puisque personne ne veut attaquer, le CRIF ne m'écoute pas, personne ne m'écoute. D'ailleurs, Roger Kuierman, le nouveau président du CRIF, qui ne veut plus entendre parler de cette histoire, a écrit dans ses mémoires qu'il a publiées une fois qu'il a quitté le CRIF, pensant qu'il n'aurait plus jamais à avoir de responsabilité, que son plus grand regret quand il était président du CRIF était de ne pas m'avoir soutenu dans l'affaire Al-Doura. Et quand il est redevenu président du CRIF, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, non, ça m'intéresse plus. Courage. Alors, donc, en 2004, on dit comment faire. Le seul moyen d'engager le débat avec France 2, qui ne veut même pas débattre avec moi, c'est de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier un article qui va être assez provocateur pour qu'eux m'attaquent en diffamation. Ce n'est pas moi qui les attaque pour savoir si leur reportage est vrai ou faux. Moi, je les accuse de leur diffuser une scène. Et dans cet article qui est toujours en ligne, je dis, si France 2 m'attaquait, voici l'adresse exacte de ma société. Voilà. Et France 2 m'attaque en diffamation. Bingo. Le procès a lieu 2 ans plus tard. Tout se passe bien. Le procureur de la République dit qu'Arsanti a raison, il a apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène. Sauf qu'à ce moment-là, on a un président de la République qui s'appelle Jacques Chirac. Jacques Chirac qui avait envoyé une lettre à Anderlin pour dire que c'était un très très grand journaliste et qui a été produit en justice. Qu'il y a eu tout empêché, beaucoup de pression. Et je suis condamné en diffamation en octobre 2006. On appelle donc. Non, en première instance. En première instance, avec l'arrêt de la cour d'appel, de la cour du tribunal, qui dit qu'Arsanti a tort. Une des raisons pour lesquelles ils affirment, c'est parce qu'il n'a jamais reçu le soutien de l'État d'Israël. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas le soutien d'Israël. Et c'était répété 5 fois dans le jugement. Donc je fais appel de ce jugement. Le procès redémarre en septembre 2007. Alors il faut savoir que les images, vous avez vu l'enfant lever le coude, font partie de ce qu'on appelle les rushs de ce reportage. Pendant 7 ans, France 2 a dit, nous avons 27 minutes de rush qui confirment nos affirmations, qui disent que ce reportage est bien authentique. Pendant des années, on a essayé de se battre et on n'a jamais obtenu. La magistrate en 2007, elle regarde France 2 et elle dit, attendez, ça fait 7 ans que vous nous dites que vous avez 27 minutes d'images qui prouvent que ce reportage est authentique. Vous ne les avez jamais produites à la justice. Nous vous ordonnons de les produire à la justice. À ce moment-là, 2 mois plus tard, France 2 arrive, mais au lieu d'arriver avec 27 minutes, ils arrivent avec 18 minutes, ils ont effacé 9 minutes. Et c'est dans ces 18 minutes qu'on voit donc les scènes grotesques, on voit les types qui fument, parce que vous voyez le type qui fume, ça, vous ne voyez pas au reportage. Mais en revanche, vous le voyez, et que vous voyez aussi le type qui lève le coude, et tout un tas de scènes ridicules dans cette... Et vous ne voyez strictement, tout ça est en ligne, je l'ai mis en ligne parce que je pense que c'est important que les gens aient accès à tout. Et donc là, c'est vraiment le roi est nu, tout le monde voit Charles Anderlin venir défendre ces images en étant ridicule. Je vous donne un autre argument qui est assez amusant, c'est que dans ce reportage, à un moment donné, dans les rushs, on entend Metel Walad, et donc pour les bons Tunisiens, ils savent que ça veut dire l'enfant est mort, l'enfant est mort. Sauf qu'ils disent l'enfant est mort quand l'enfant a les yeux totalement ouverts et qu'il est dans les bras de son père. Donc ça veut dire que on donne l'instruction aux acteurs de jouer maintenant l'enfant est mort. Donc le procès a lieu, ensuite avec des plaidoiries qui durent 7 heures avec Francis Piner qui était l'avocat de France 2, qui disait à l'époque que j'étais le croisement de Thierry Messant et de Robert Florisson. Un bon pédigré. Et donc à la fin de ce procès, je gagne ce procès et je suis donc relaxé. Donc moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Non, France 2 se pourvoit en cassation. Et une semaine plus tard, le Nouvel Obs, avec Le Monde et le Marianne, publie une immense pétition où là vous avez tout le who's-who des journalistes français, des intellectuels, qu'on peut appeler des intellectuels français, les Jacques Attali, les Claude Askolovitch, les Jean-Yves Camus, récemment, voilà, tous les gens qui viennent pour soutenir Anderlin en disant qu'Israël a bien tué cet enfant et qu'il s'inquiète de l'état de la justice française. Donc il pourvoit en cassation, et en février 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt, 4 ans après, ce qui est probablement du jamais vu dans ce genre d'affaires. Et la Cour de cassation casse l'arrêt en disant qu'on n'avait pas le droit de regarder les images à la Cour d'appel. Donc on est renvoyé en Cour d'appel, second procès qui se passe très très bien. Franchement, là je veux dire,
Vous avez vu une présentation à la cour d'appel, c'était beaucoup plus détaillé. On avait reconstruit la scène avec une maquette d'architecte, c'était vraiment quelque chose d'assez précis. Et là, le procureur de la République refuse de requérir contre mon côté. Écoutez, moi je laisse les magistrats décider. L'arrêt est attendu en avril, c'est reporté, première fois, renvoyé au mois de mai, reporté une deuxième fois, et au mois de juin, je suis condamné, et reconnu coupable de diffamation, et je suis condamné à payer 11 002 €. Donc là, je me pourvois moi-même en cassation, je fais appel à la Cour de cassation. En octobre 2013, le Middle East Forum de Daniel Pipes, qui est un think tank américain qui est basé à Philadelphie, qui était quelque chose de très respectable aux États-Unis, décide de payer ma condamnation. Alors, c'est intéressant, parce que ça fait que c'est pas moi qui paye les 11 000 €, mais d'un autre côté, c'est encore plus intéressant au niveau politique d'indiquer, maintenant je suis plus seul, j'ai des groupes qui s'intéressent à la défense. Et je sais que je vais perdre en cours de cassation, puisque j'ai aucun espoir de ce qui se passe en France, j'ai vu trop de choses. Donc je sais comment ça marche, et donc on ira à la Cour européenne des droits de l'homme. Quand je mets en 2015, parce que peut-être que ce sera en 2015, 2016, quand ils sortiront leur arrêt de la Cour d'appel, mais on ira à la Cour européenne des droits de l'homme, et là, les procédés un petit peu combinatoires français seront un peu plus difficiles à faire marcher à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, le rapport officiel... Pourquoi vous êtes condamné à 11 000 €? Vous faites appel, vous démontrez alors, je suis bien condamné. que Pourquoi je suis condamné, pardon. Je suis condamné, alors c'est très intéressant, pas parce que j'ai tort, mais parce que quand j'ai publié mon article en novembre 2004, ils considèrent que je n'avais pas les éléments suffisants pour dire que c'était mis en scène. J'ai peut-être raison en 2013, mais en 2004, je n'ai pas les éléments suffisants. C'est ce qui est écrit dans le rapport. C'est ce que décrit l'arrêt de la Cour d'appel. Alors, le rapport officiel israélien. Voilà sa première page. Alors, il faut que vous compreniez que c'est une vraie victoire, puisque j'ai chaque fois où partout où j'allais, même quand j'allais voir les ambassadeurs d'Israël, ils me disaient, mais attends, tu ne nous intéresses pas, le gouvernement israélien est contre toi. Donc, c'est sorti après plus de 10 ans de travail, ça a été vraiment 10 ans pour convaincre les Israéliens, aller souvent au ministère des Affaires étrangères et au bureau du Premier ministre pour les convaincre que c'était important, que c'était une mise en scène et que ça valait le coup de réouvrir le dossier. Et ce qui les a fait réouvrir le dossier, c'est l'affaire de Toulouse, quand ils ont compris que Mohamed Merah a tué Paul Leroy. C'est un objectif important à atteindre, parce que vraiment, c'était pour moi à chaque fois un argument qu'on me balançait. Vous ne pouvez pas avoir raison si le gouvernement qui est le plus intéressé à dire la vérité ne vous donne pas raison. Et ça arrive aux mêmes conclusions que les nôtres. Donc c'est quand même très important d'arriver à ce point-là. Alors gagner la bataille des médias, c'est ma conclusion. Nos objectifs sont très clairs. Obtenir la reconnaissance de la mise en scène. Diffuser un large message de vérité dans le monde entier, parce que il faut comprendre que cette image-là, c'est quand même, quand vous voyez les dominos, c'est vraiment le domino important, c'est, je dirais, leur pièce maîtresse de la désinformation vis-à-vis d'Israël, vraiment, Israël assassin d'enfants. Attirer l'attention de l'opinion publique sur les manipulations médiatiques. Et là, je crois que c'est important parce que ça touche tout le monde. Vous avez tous des métiers, vous avez tous des domaines d'expertise, des sports, des passions. Et dès qu'on parle d'un sujet que vous connaissez, vous apercevez que ou bien les médias sont incompétents, ce qui est la plupart des cas, ou bien il y a une orientation idéologique qui va à l'encontre de ce que vous savez d'une situation. Et c'est insupportable. Et donc ça, c'est très important, dans une société démocratique moderne, d'éveiller les gens à ce que peuvent faire les médias. Et donc voilà, aussi placer les médias sur la défensive, ils devront justifier leurs accusations. Et ça, c'est ce qui arrive déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs amis dans des rédactions qui me disent, chaque fois qu'ils ont un truc un peu tordu vis-à-vis d'Israël, où ils ne savent pas si c'est une mise en scène ou si c'est des images comme vous avez pu voir au début, ils disent, oh là là, on n'a pas besoin d'avoir un quart senti sur le dos maintenant. Parce qu'ils savent que, ce ne sera pas forcément moi, mais que des gens maintenant les regardent, quoi. Ils sont observés. Alors, je voudrais vous montrer quelques petites choses. En dehors du rapport officiel israélien de mai 2013, voici plusieurs victoires déjà importantes qui ont été remportées. Pierre-André Taguieff, qui est quand même un grand philosophe, a écrit Une nouvelle propagande anti-juive, un livre de 600 pages. Dans ces 600 pages, il y a 100 pages consacrées à l'affaire Al-Zoura. Pierre-André Taguieff est un philosophe qui a été invité dans le monde entier et dans les médias français tout le temps. Le jour où il a publié ça, il a été interdit de tous les médias. Il n'a pas eu une seule promotion, une seule recension de ce livre dans tous les médias français. Et Robert Redeker, qui est un professeur de philosophie qui est obligé de se cacher parce qu'il a une fatwa contre lui, a travaillé depuis 13 ans pour un magazine luxembourgeois et il a fait une recension de ce livre. Le magazine luxembourgeois a refusé de publier sa recension et lui a dit qu'ils arrêtaient la collaboration avec lui. Voilà.
Pour vous dire un petit peu le niveau de blackout auquel on va. Alors en 2008, Canal+ a diffusé un documentaire contre moi qui s'appelait Rumeurs et intox, les nouvelles guerres de l'info. Je les ai fait condamner en diffamation 2 fois, en première instance et en appel. Ce qui est très rare, hein. Je peux vous dire qu'à l'époque j'avais reçu des appels de partout, n'attaque jamais Canal+, c'est impossible du tout. 2 fois condamné en diffamation, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en disant que l'adresse du président de la chaîne qui était communiquée sur la plainte n'était pas la bonne. Pour vous donner un petit peu les seuls moyens qu'ils ont de trouver. Alors, le 12 juillet 2010, Jean-Pierre Pancade, sénateur de Haute-Garonne, plutôt radical de gauche, a posé une question à Rémy Flynn lors de son audition au Sénat, avant qu'il devienne président de France Télévisions. Voilà la question de Jean-Pierre Pancade, je vais vous la faire courte, mais voyez un peu ce qu'il dit. C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD, intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman. Des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour, et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2. Suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà. Il date de 2010. Il faut savoir que Flynn, après il s'est levé, ce qui ne se fait jamais. Il t'a apporté le livre. Et Flynn a dit, bon, moi, je vais voir, et puis il n'a jamais rien fait. Et donc ce sénateur, il n'est pas juif, il n'a pas d'électorat juif, enfin c'est vraiment pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc électoraliste, c'est quelqu'un qui a pris à cœur, et c'est un monsieur qui m'avait contacté auparavant en disant c'est intéressant ce que vous faites, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors, Robert Ménard maintenant devenu maire de Béziers, mais avant il était journaliste et il avait une revue qui s'appelait Média, qui analysait un regard critique sur les médias, avait signé, alors il y a un truc dont je vous ai parlé de la pétition tout à l'heure qui avait été la pétition pour Charles quand j'ai gagné un procès. Robert Ménard avait signé la pétition. Un jour un de mes amis lui a dit, tu sais que sur l'affaire Al-Doura tu t'es trompé. Il a dit, ah j'aimerais bien voir ça. Il a vu ça, il a vu que j'avais raison, et donc il a diffusé une de mes interviews pendant 5 pages. J'ai oublié de vous dire que quand j'ai gagné mon procès, un an plus tard, Anderlin a reçu la Légion d'honneur. Oui. Alors, ça je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est un livre d'histoire qui vient du Canada francophone, les défis du XXe siècle, histoire, 3e année, 2e cycle, c'est en gros la terminale pour les Canadiens. Et donc un exemple de faux reportage de l'affaire Al-Doura. Et voilà ce que ça donne. À la fin du reportage, le père fait semblant d'être blessé tandis que son fils fait le mort sur les genoux de celui-ci, des gestes incompatibles avec l'affirmation du journaliste selon laquelle l'enfant est mort. On menait à la découverte de la situation. Je vous montre quelques phrases fortes dans le livre. Et à la suite de ces nombreuses dénonciations de ce reportage, notamment par l'homme politique français Philippe Kersanti, des procès en diffamation sont accordés par France 2, certains perdus, d'autres gagnés. Mais France 2, Charles Anderlin et son camarade refuseront toujours d'admettre que ce reportage, entre guillemets, ait été une mise en scène. Donc c'est ça notre objectif. Nous on travaille pour l'histoire, on ne travaille pas pour les gens. Donc pourquoi il faut gagner la bataille
Al-Doura pour gagner la bataille des médias, parce que c'est partout, c'est sur les monuments, sur les timbres, ce que je vous dis, partout dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, les livres d'histoire que vous avez en France, quand il y a Al-Doura, c'est du mauvais côté. C'est pas une histoire française, c'est l'accusation antisémite planétaire de notre génération, c'est vraiment dans le monde entier, partout. Vraiment, c'est intéressant, hein. Je veux dire, aller n'importe où, n'importe où. Moi, j'étais à Tunis il y a quelques années, je leur ai parlé de Mohamed Al-Doura, ils connaissent tous, ils connaissent tous. Ils ont une rue Mohamed Al-Doura à Tunis. À Tunis, hein. Ce fut le catalyseur de la guerre de l'islam radical contre l'Occident en 2000. Ça concerne la complicité de certains médias occidentaux avec nos ennemis, et c'est ça très important. Parce que si ce reportage avait été diffusé par Al Arabiya, personne n'aurait prêté du crédit. Là, c'est diffusé avec, je dirais, le tampon cachère de Charles Anderlin qui dit « Je suis juif franco-israélien », et France 2, la télévision publique d'État. Donc là, c'est encore plus fort. Et ça concerne le mensonge de certains médias, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est vraiment histoire de poser je dirais, renverser la charge de la preuve sur les médias et le bon fonctionnement des démocraties, parce qu'avec des médias qui ne fonctionnent pas, les démocraties ne fonctionnent pas. Et vous le voyez bien, quand on entend souvent par exemple que le Hamas a été élu démocratiquement à Gaza. Oui, sauf qu'il a été élu avec des médias locaux qui étaient vraiment très très fortement en faveur du Hamas, avec une justice assez sommaire, c'est que les gens qui ne travaillaient pas avec le Hamas étaient zigouillés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Une démocratie, c'est aussi, et c'est surtout aussi, des moyens d'information fiables. Voilà. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Si vous souhaitez recevoir de l'information complémentaire, vous m'envoyez un mail, je vous mets dans ma mailing list et vous serez tenu informé de tout ce qui se passe dans l'actualité. Je vous informerai comme ça quand je vais perdre bientôt la Cour de cassation, comment on va faire, les prochaines conférences et toute l'activité, que ce soit là-dessus, l'activité politique. Voilà, je suis à votre disposition pour toutes vos questions.